Merci à tous d'être venus. J'avais tenté une blague du style bienvenue à ma présentation sur Polymère, mais là je me suis dit bon, ça va faire une émeute, les gens vont vouloir sortir. Donc non, on va parler container, on va parler Kubernetes, on va parler Istio. Quand on parle container, en général, les gens se disent on va me parler microservices, les nouvelles applications, voilà ce qu'il faut faire pour être cloud native. Et puis en fait, moi, dans mon boulot, ce que je fais, c'est que je vais voir des développeurs qui ont des vrais produits, en production ou pas. Et puis en général, 99 fois sur 100, ils n'ont pas encore beaucoup de microservices, ils ont plutôt un gros monolithe, legacy, sur lequel on ne sait pas trop comment intervenir, on ne sait pas trop comment le modifier. Alors déjà, je voudrais savoir dans la salle, qui travaille sur un gros monolithe legacy? Ok, vous êtes dans la bonne salle. Qui a envie de savoir comment Docker, un Kubernetes et Istio peuvent les aider? Ok, super. Qui connaît déjà Kubernetes dans la salle? Une petite moitié, ok. Qui connaît Istio? Très peu, super, parfait. Donc je vais vous proposer, moi, de prendre une application legacy monolithique. On va la faire évoluer en utilisant au maximum la plateforme et sans jamais toucher une seule ligne de code de ce monolithe. Les développeurs, ils sont partis. Peut-être même qu'ils ont démissionné. Ils ne veulent plus y toucher. J'ai dû choisir une application monolithique. J'en ai pris une au hasard, qui n'est pas trop grosse pour ma présentation, et puis en même temps qui représente bien ce que c'est qu'une application monolithique, une application dans laquelle on a mis l'UI, le back-end, la base de données, il y a une API REST. Tout est dans un seul monolithe. C'est une application Java. C'est le fameux Pet Store. Qui connaît le Pet Store? Ouais, un petit peu. C'est marrant, aujourd'hui j'étais à un jug. Qui connaît le Pet Store? 3 personnes. Ouh, je me fais vieux. Le Pet Store, à l'origine, c'était une application développée par Sun pour montrer la toute-puissance de la plateforme Java pour faire des sites web. C'était un site type e-commerce pour acheter des animaux. Et puis, plus récemment, Antonio Goncalves a fait une version sur Java EE pour montrer la toute-puissance de Java EE. Et donc, nous avons le Pet Store. Alors, le Pet Store, c'est une application Java. Et on va essayer de la faire tourner sur un cluster de machines grâce à Docker. Et pour ça, il faut commencer par construire une image Docker. Il faut commencer à mettre notre application dans une image. Pour ça, c'est assez facile. Ceux qui connaissent Docker savent comment faire. Juste avant, je vous montre l'architecture de mon appli. Je vous laisse quelques secondes pour digérer. D'accord? Vous avez bien saisi tous les détails? Ok. Donc l'application, il va falloir la décrire dans une image Docker. Pour ça, je vais utiliser un Dockerfile. Dockerfile, je dis toujours, c'est la recette qui me permet de décrire mon image Docker. Cette recette, elle est un petit peu compliquée. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'elle fait. Déjà, elle est compliquée parce qu'elle utilise ce qu'on appelle du multi-stage build. Donc, il va y avoir une étape pour construire mon application, la builder, en fait, avec Maven. Et puis, le résultat de ce build, qui est un war, on va le mettre dans une autre image qui va nous servir que pour le run. Donc, la première image, elle est là, from Maven. Ici, je vais juste télécharger les sources depuis GitHub. Je vous ai dit, je ne veux pas y toucher, donc ils ne sont même pas sur ma machine, ils sont directement dans l'image. Je vais faire une commande maven package dans le conteneur. Ça va me faire un fichier war. Fichier war qui est copié dans la deuxième image. Cette deuxième image, elle est sur base de JBoss Whitefly. Donc là, c'est le serveur d'application. L'image, elle a été faite directement par JBoss, les équipes de JBoss. Dedans, je mets mon appli et c'est tout. L'idée, c'est que première phase de build, j'ai une image qui contient tous les outils du monde. Si j'ai besoin d'un compilateur C, si j'ai besoin d'outils d'analyse, de tests que je veux, je mets tout dedans. Et au moment du run, j'ai le strict minimum, le serveur d'app, mon application. L'image qui va ressortir de ça, elle va être plus légère et la surface d'attaque va être moindre. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais retenez que ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez une application qui tourne sous Linux. En moins d'une heure, vous la mettez dans un conteneur, dans tous les cas. C'est garanti. Après, si elle commence à être distribuée, tout ça, c'est un peu plus compliqué, mais la mettre dans un conteneur, c'est l'étape facile. Une fois qu'on a décrit l'image de mon application, qu'on lui a donné un nom, il va falloir la déployer sur un cluster Kubernetes. Qu'est-ce que c'est qu'un cluster Kubernetes? Donc, imaginons que j'ai un cluster avec plein de serveurs. Kubernetes, c'est un logiciel que je vais installer sur ces serveurs. Et une fois que je l'ai installé, j'ai une API à laquelle mes outils peuvent parler pour déployer des conteneurs. Et à partir du moment où j'ai Kubernetes installé sur un cluster de machines, j'ai plus besoin de penser en termes d'adresse IP, de nom de machine, mais où ça va tourner et comment ça va être schedulé et comment je vais monitorer tout ça. La plateforme va m'aider et c'est elle qui va choisir à quel endroit faire tourner mes conteneurs sur mes machines, les moins occupées, celles qui ont les meilleures caractéristiques, etc., etc. Mais pour que ça fonctionne, donc installer Kubernetes, c'est pas forcément le plus facile.
Et deuxièmement, décrire mon application dans des fichiers YAML. Qui n'aime pas YAML? Alors vous pouvez sortir si vous voulez, parce qu'il y en aura beaucoup. Pour parler à Kubernetes, on va décrire dans des manifestes YAML, on va décrire ce qu'on veut déployer. Ça va être la spec des choses qu'on veut déployer. Typiquement, là, j'ai créé un déploiement. Ça, c'est un objet vraiment connu par Kubernetes. On va lui donner un nom. On travaille sur le pet store. On va lui donner l'image Docker à faire tourner. Elle est ici en bas. Et puis le reste, c'est un petit peu du bruit de fond, à part peut-être les labels. Les labels, ce sont des clés valeurs que vous pouvez mettre sur votre déploiement. Ça va vous servir plus tard à retrouver vos petits. C'est un peu comme des tiroirs. Vous mettez n'importe quelle clé, n'importe quelle valeur. Ça peut vous aider à mettre le nom de l'application ou la version du service, ou est-ce que c'est pour le staging, le test, la prod, etc., etc. Vous mettez ce que vous voulez. On verra que parfois, ça sert à d'autres choses que juste catégoriser. Donc vous allez créer un déploiement et vous allez créer un service dans Kubernetes. Service, c'est un autre fichier YAML, ouais. Et vous allez donner un nom. Et là, ce que je dis que mon service, en gros, c'est que pour mes utilisateurs se connectent à mon application Pet Store qui tourne dans un conteneur, dans un déploiement, il faut que je l'expose à l'extérieur. C'est ce que fait le service, ça expose à l'extérieur. Ça va l'exposer sur le port 8080. Je reviendrai plus en détail sur ce que ça fait, on va déjà regarder ce que ça donne. Mais l'idée, c'est qu'une fois que j'aurai décrit ces deux fichiers YAML, je vais parler à Kubernetes et je vais pouvoir faire tourner mon application. Alors c'est là que normalement on a l'effet démo, d'accord? Vous connaissez l'effet démo, hein? C'est que ça, je l'ai déjà fait 30 fois et normalement c'est aujourd'hui que ça ne va pas fonctionner. Donc j'utilise une ligne de commande kubectl, qui est la ligne de commande qui parle à l'API Kubernetes. Je lui ai donné la liste. Ici, c'est un répertoire dans lequel il y a mes deux fichiers YAML que je vous ai montrés. Et il les a lus, il les a envoyés au cluster, il a parlé à l'API, et il lui a dit, voilà, il faudrait mettre ce déploiement et mettre ce service. Pendant que je parlais, ma fenêtre à droite, qui est en auto-refresh, elle s'était connectée sur localhost 8080, et mon application tourne. Un pet store qui tourne sur Kubernetes, c'est pas mal, non? Ouais, c'est timide, c'est timide. Bon, je me connecte sur le port 8080, c'est le service que j'ai exposé. Je me connecte sur localhost, pourquoi? Parce que pour ma démo, j'ai un cluster Kubernetes avec un nœud qui tourne sur mon laptop. Et je m'y connecte dessus sur localhost. On reviendra un petit peu plus en détail sur ça à la fin. Mais bon, voilà, j'ai déployé mon application, elle tourne. À partir du moment où je l'ai déployée, qu'est-ce qui se passe? Sur Kubernetes, il y a plusieurs boucles de contrôle. Enfin, il y a des logiciels qui vont en permanence scanner quels sont les specs qu'on m'a envoyés, quel est l'état de mon cluster. On m'a demandé de faire tourner cette image, est-ce qu'elle tourne vraiment? On me l'a demandé avec un réplica ou 12 réplicas, il y a combien de réplicas qui tournent? Et à chaque fois, ces boucles de contrôle, elles vont essayer de réparer le cluster et de le remettre dans l'état voulu. D'accord? Ça, c'est intéressant parce que je vais vous montrer un petit peu ce qui tourne sur mon cluster suite à ma commande. Donc j'ai bien un déploiement, c'est ce que j'ai demandé, j'ai bien un service, et puis j'ai un pod. PO, là, c'est un pod, vous voyez un nom un petit peu random. Le pod, c'est l'élément le plus petit dans un déploiement Kubernetes. Un pod, c'est quelque chose qui va tourner sur un nœud, sur une machine. Nœud et machine, c'est la même chose. Donc ça va tourner sur un nœud. Et dans ce pod, il y a un ou plusieurs containers. En l'occurrence, moi, j'en ai un. C'est mon pet store. D'accord? Ce pod, c'est intéressant. Avec la ligne de commande Kubernetes, je peux bien sûr regarder les logs de ce pod. Vous avez vu, là, je n'ai pas besoin de savoir à quel endroit il tourne, sur quelle machine. J'ai un cluster, imaginons, de 5000 nœuds. Je me connecte et je regarde les logs. D'accord? Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce pod, je peux le tuer. Quelque chose qui tourne sur mon cluster, je vais mettre une commande pour le tuer. On va même revenir dans la fenêtre d'avant pour faire ça, ça va être plus marrant. Donc, get pods. On va tuer le pod. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer quand je tue le pod? Donc l'application, elle ne va plus répondre à mes utilisateurs. Par contre, Kubernetes, avec ses boucles de contrôle, ils vont la recréer. Il va la recréer. Donc voilà, je tue. Pas gagné. Pod. Je tue le pod. Donc mon application ne répond plus. Et là, le programme Java est en train de redémarrer tout seul, grâce à Kubernetes, qui s'est rendu compte que l'état demandé et l'état réel n'étaient pas alignés. Et donc le temps que l'application démarre, c'est du Java. Voilà, elle est revenue. Si je voulais ne pas perdre mes utilisateurs pendant ce temps-là, je pourrais répliquer mon pod plusieurs fois, éventuellement sur plusieurs machines. Comme ça, même si j'ai une machine complète qui tombe, mon site continue à répondre. Ça, c'est vrai pour des applications stateless. Des applications stateful comme mon Pet Store, c'est un peu plus compliqué. Ma présentation ne va pas forcément parler de ça, ou vous pourrez me poser des questions après si vous voulez.
Mais donc ce qu'il faut retenir, c'est que donc, déployer mon application sur Kubernetes, c'est assez facile, il faut juste une image Docker. Et après, j'ai plein d'outils pour parler à mon cluster. Bon, ça c'est l'introduction, on va dire, à Kubernetes. Et je vais supprimer tout ce que j'ai fait pour l'instant. Vous allez voir après, je vais prendre mon application PetStore et je vais la faire grossir et je vais la modifier. Et à aucun moment, je vais supprimer mes déploiements. Je vais juste faire évoluer mon déploiement. Vous verrez, c'est assez intéressant. Allez, on commence. On améliore l'application. On m'a demandé d'apporter des améliorations à l'application. On m'a dit, écoute, ton site, ça devrait tout renvoyer en gzip, parce que là, c'est mignon, mais ça prend trop de réseau. À l'époque, on faisait peut-être comme ça, mais plus maintenant. Il n'y a pas de page 404. Ça, c'est vraiment pas normal. Normalement, un site, c'est d'abord la page 404, après du contenu. D'accord ? Et puis les URL, c'est des vieilles URL, /application, P majuscule, PetStore, ça c'est un petit peu énervant. Donc on pourrait modifier le PetStore, l'application, mais on va faire autrement. Je vous propose d'essayer de modifier l'application de l'extérieur, en utilisant une façade. C'est une technique qui n'est pas spécifique au conteneur, qui n'est pas spécifique à Kubernetes, mais c'est une technique qui est très facilitée par les conteneurs. L'idée que c'est, mon application tourne dans un conteneur, je vais mettre un autre conteneur en face, toujours sur la même machine, les deux ensemble, dans un même pod. Et cette façade, elle va prendre tout le trafic, éventuellement le modifier, l'envoyer au PetStore, et la réponse, elle va éventuellement la modifier et la renvoyer. Et donc ça, je peux faire des modifications, on va dire, cosmétiques de l'extérieur. Cosmétiques ou parfois même un peu plus que ça. L'idée, c'est vraiment, on est dans le monde des Lego, où j'ai un Lego, je mets un Lego en face, et hop, ça fait un truc plus sympa. Donc comment on va faire ça ? On va faire tourner une façade qui est un Nginx. Qui connaît Nginx ici ? Ceux qui ne connaissent pas, c'est un serveur HTTP un petit peu couteau suisse qu'on peut configurer pour lui faire plein de choses. Donc moi, je vais juste prendre le fichier de tout à l'heure, le déploiement, et je vais rajouter un deuxième conteneur dans mon pod. En fait, je vais en rajouter un en face de l'autre. Je vais juste modifier mon service. Pour la démo, c'est mieux de servir mon site sur le port 80 que 80-80. Je n'ai pas besoin de modifier mon app pour ça. C'est de l'extérieur, grâce au conteneur, on peut changer le port. Voici mon image Nginx. Donc Nginx, c'est une image complètement de base avec une config que moi je vais copier et des ressources statiques que je vais mettre dans l'image Docker. La config, je vous invite à l'ignorer un petit peu. En gros, ça fait du gzip, ça rajoute une page 404, ça réécrit des URL. Et la partie intéressante, c'est ça, c'est proxy pass. Tout le trafic qui arrive sur le Nginx, il va être proxifié vers le PetStore. Ça, c'est quelque chose, quasiment tous les sites web du monde fonctionnent comme ça. Il y a des frontaux Nginx quelque part, ou Apache, HAProxy. Et puis sur d'autres machines, vous avez vos applications, vos back-ends. Et le trafic, il passe d'abord par les frontaux qui vont dispatcher sur les back-ends. Alors là, c'est assez marrant, je ne vais pas du tout faire ça. Moi, je fais tourner le frontal et le back-end sur le même nœud, sur chaque machine. Donc j'ai une machine où j'ai un frontal, un back-end. Si je scalais ça, j'aurais les deux à chaque fois dupliqués. C'est un pattern intéressant avec Kubernetes, c'est ce qu'on appelle la façade ou le sidecar. Souvent, on entend sidecar. Alors, on va voir ce que ça donne. Ah oui, juste avant, j'en ai marre que mes utilisateurs se connectent sur localhost de 8080. Je vais leur donner un nom de domaine, petstore.lol. Ils vont pouvoir se connecter dessus. Et s'ils se connectent dessus, Kubernetes va pouvoir rediriger le trafic vers le bon service. S'ils se connectent avec un autre nom de domaine, ils ne seront pas envoyés vers le service. Ça, c'est grâce à la notion d'ingress. Ingress, comme déploiement et service, c'est un autre type dans Kubernetes. Alors on essaye de voir ce que ça donne. kubectl apply. On y va. Il fait chaud ici. Mon application, le Nginx a démarré. Le Java, pas tout de suite. Il arrive. Le Nginx a démarré. Donc on voit bien, il est servi sur petstore.lol. Et quand le Java va démarrer, il va envoyer le trafic sur le Java. Donc j'ai mon PetStore là, qui est déployé avec une façade. Donc comme ça n'a pas l'air d'être franchement différent. On va regarder un petit peu plus gros. Qu'est-ce que j'ai de joli là-dedans network. Hop. Donc est-ce que c'est du gzip? Alors ceux qui sont tout au fond vont peut-être pas voir, mais c'est du gzip. Ouais, tout est gzipé maintenant. Les URL, maintenant, elles sont plus petites. Petstore.lol, il n'y a plus le /application petstore. Et normalement, je devrais avoir une page 404. Une page 404, ouais. Donc l'application, je l'ai faite évoluer un peu de l'extérieur. Intéressant, sans plus. Vous pouvez faire ça sans conteneur, je vous l'ai déjà dit. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce pattern façade, il est super important.
Il est super important parce que dans ma façade, oui, j'ai pu changer 2-3 trucs, 2-3 URL, une feuille de style et quelques ressources, mais je peux faire bien plus de choses que ça. Et en particulier, je voudrais vous parler d'Istio. Istio, c'est une surcouche qu'on va installer par-dessus Kubernetes. C'est d'autres conteneurs techniques qui vont tourner sur Kubernetes et qui vont apporter des nouvelles fonctionnalités à vos services. C'est ce qu'on appelle un service mesh, de façon un peu pompeuse. Et c'est quasiment entièrement basé sur ce petit pattern façade que je vous ai montré. Si j'intercale une façade en face de chacun de mes pods automatiquement et que cette façade elle est suffisamment intelligente, je vais pouvoir apporter énormément de fonctionnalités à tous mes services, que ce soit des microservices ou des grosses applications monolithiques. Je vais pouvoir apporter plein de services. Donc Istio, en l'occurrence, ils étendent Kubernetes et tous les déploiements que je vais envoyer à Kubernetes vont se voir intercaler une petite façade automatiquement. Ici, ce n'est pas Nginx, c'est Envoy, c'est un autre serveur HTTP qui va servir de proxy à tout le trafic qui rentre vers mes pods et qui sort des pods. Première fonctionnalité que vous allez voir si vous installez Istio, tous vos services qui se parlaient sur le réseau en HTTP, maintenant se parlent en HTTPS. Sans rien faire de votre part, sans modifier les composants. Que ce soit du Java, du Python, du C, un script bash, peu importe. S'ils se parlaient en HTTP, maintenant, il y a du TLS. Comment ça se passe en fait? Eh bien, le service ici, il essayait de se connecter au service B, mais il est obligé de passer par la petite façade. Il parle en HTTP. La façade, elle parle à l'autre façade en HTTPS. Et en local, ça reparle en HTTP. Ça, c'est dans le même pod, donc c'est sur la même machine, c'est sur localhost. Donc en HTTP, localhost, c'est pas très grave. De machine à machine, HTTPS, etc. Les certificats, ils sont générés par qui? Ils sont générés par Istio. Istio, il y a un composant ici qui va générer un certificat racine, qui va générer les certificats pour tous les nœuds, et qui va s'occuper de vérifier que le service A, il a bien le droit de parler au service B. Il va les reconnaître comment? Grâce à leur certificat. Et donc vraiment, on a une sécurisation complète de tous les flux sur mon cluster Kubernetes, sans intervention de ma part. Comme je dis toujours, j'étais allé voir une banque la première fois que j'ai fait cette présentation. Ils m'ont dit on est en train de faire ça sur tous nos composants, mais nous, on a choisi plutôt la méthode à la main. On va le faire sur chaque composant. Et les futurs composants, il faudra les faire évoluer. Donc ça veut dire que vous savez faire du HTTP, bah, il va falloir faire maintenant du HTTPS. Donc vous modifiez le code et vous faites générer un certificat. Alors un certificat global pour le cluster, par service, par flux. Ça devient vite compliqué. Là, c'est la plateforme qui va le faire pour vous. Est-ce que ça, c'est les choses qui vous intéresseraient? Alors, si vous bossez dans la finance, dans la banque et tout ça, en général, on m'a dit une fois quand j'ai fait cette presse, bon, bah, si je comprends bien, ma roadmap pour les 6 prochains mois, c'est d'attendre que Istio sorte, en fait. C'est ça? Parce que ça fait ce que je veux. Et bien ça, cette fonctionnalité de TLS, c'est une fonctionnalité qui arrive à partir du moment où vous installez Istio. Mais il en arrive plein d'autres. Je vous ai dit, la façade, elle va intercepter tout le trafic vers mes pods. Le trafic HTTP, HTTP1, HTTP2, gRPC. Et donc, elle va voir toutes les URL qui sont appelées. Si je vois toutes les URL qui sont appelées et que je vois les codes d'erreur, ça répond par une page 200, 300, 400, 500, c'est quoi le temps de réponse, c'est quoi la taille de la réponse, je peux remonter les métriques, agréger tout ça, et ça me permet d'observer complètement ce qui se passe sur mon cluster. C'est ce que fait Istio. Istio va agréger toutes ces métriques pour moi, sans que je modifie mes applications, pour voir quel service appelle quel service. Mes utilisateurs, ils parlent à quel service. Je vais même pouvoir cartographier mes services et voir les flux entre les services. Tout ça sans modification de mes applis. Ça aussi, à partir du moment où vous allez commencer à déployer des microservices, la première question c'est « mais qu'est-ce qui tourne chez nous? Mais où ça tourne? Mais qui parle à qui? Est-ce qu'on a bien configuré le truc et que la V1 elle parle bien à la V2 ? Ah mais non, là c'est la V2 qui parle à la V3, on s'est trompé dans les YAML. » Istio va nous permettre de résoudre ces problèmes-là. Alors je vais vous montrer ça petit à petit. Comme on a vu comment on déployait une première version, on va en déployer une deuxième, parce qu'on est des fous, et on va la déployer sur le même cluster. Donc on va déployer une V2 de mon application, donc on va imaginer la V1 en prod, fond blanc, la V2 en dev, une nouvelle feuille de style qui m'a coûté très cher. J'espère qu'elle va vous plaire, sinon je serai déçu. Pour faire ça, je vais déployer un nouveau jeu de fichiers. Là. Donc, j'ai déployé un nouveau service qui s'appelle petstore.dev, un nouveau déploiement, petstore.dev aussi. Vous avez vu ici, j'ai changé les labels. J'ai mis un petit label V2 pour pouvoir noter à la plateforme, lui montrer que cette application-là, elle est en V2. Et puis, j'ai changé cette image ici. J'ai utilisé une autre image Docker qui est taguée V2.
J'en profite pour créer une autre règle d'ingress. On avait vu petstore.lol, ça va aller en prod. Dev.petstore.lol, ça va aller en dev. Facile. Là, je vais faire un kubectl-apply-f comme d'habitude, et ça va juste analyser les différences dans ma config, parler à Kubernetes, envoyer toutes les différences et s'assurer que mon application maintenant V2, elle tourne en parallèle de la V1, sur le même cluster. Je ne sais pas sur quel nœud ça tourne, mais elle fonctionne en parallèle. Donc voilà ma V2. Ouais, je suis trop content. Elle est trop belle. Vous n'êtes pas d'accord? Bon. En tout cas, à partir du moment où j'ai un nom de domaine dev.store.lol, je peux la donner à des utilisateurs en interne, ils vont pouvoir tester, vérifier que ça fonctionne bien, que ça répond bien au cahier des charges. Et maintenant, je voudrais que mes utilisateurs se connectent à cette nouvelle version. Parce que quand même, si je fais tout ça, si j'installe des conteneurs, c'est pour livrer plus souvent, pour déployer plus souvent. Et donc, je voudrais faire ça. Et en particulier, ce que je voudrais faire, ce serait un déploiement Blue-Green. L'idée, c'est que mes utilisateurs, ils sont connectés à la V1, et petit à petit, je vais en envoyer certains sur la V2. Et je vais pouvoir régler pourcentage par pourcentage, pourcent par pourcent, combien d'utilisateurs vont vers la V2. Ça vous intéresse, ça? Qui fait du Blue-Green déjà actuellement? Voilà, pas beaucoup. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais du Blue-Green, c'est quand même compliqué à faire. Alors, ce que je voulais vous montrer, ça ne résout pas tous les problèmes du Blue-Green. Souvent, le vrai problème, c'est dans la database. Mais quand même, ça va vous faciliter la vie. Pour ça, on va utiliser au maximum les capacités de Smart Routing d'Istio. Istio rajoute un nouveau type de base dans Kubernetes qui s'appelle le route rule, la règle de routage en fait. Et donc, je vais pouvoir dire tout le trafic à destination du pet store, eh bien 100% va vers la version V1 et 0% va vers la version V2. Si je voulais faire ça avec Kubernetes, c'est quasiment impossible. Kubernetes, je peux déployer une V1 et une V2. Je peux faire du round robin, c'est-à-dire un coup l'un, un coup l'autre, un coup l'un, un coup l'autre. Je ne peux pas comme ça diriger mes utilisateurs au pourcentage près. Et en plus, là, si mes backends ils sont répliqués un certain nombre de fois, ce n'est pas très grave. Istio va savoir combien il y a de réplicas et il va gérer les pourcentages. Un autre truc intéressant, c'est que moi, je vais vous le montrer dans ma démo, là, sur des pages qui sont servies aux utilisateurs, donc vraiment du front-end. Mais ça marche aussi entre vos services. Un service API qui parle à un autre service API, vous pouvez faire du Blue-Green en interne entre vos services. Ce n'est pas uniquement pour ce qui arrive de l'extérieur. Je voulais vous dire autre chose aussi. Oui, tel que j'ai configuré là, mon site, il va faire 8 fois sur 10 la V1, 2 fois sur 10 la V2. Vous verrez, ça va un peu clignoter, quoi. Je vais avoir un coup du blanc, un coup du violet. Dans la vraie vie, vous ne voulez pas ça pour vos utilisateurs. Dans la vraie vie, un utilisateur, si vous lui envoyez la V2, il faut qu'il reste sur la V2. Et donc, vous allez configurer plus de choses ici. En particulier, vous allez donner le nom d'un cookie qu'il va utiliser pour reconnaître l'utilisateur. En Java, par exemple, il y a un session ID dans les cookies. Vous pouvez l'utiliser pour ajouter une notion de stickiness et ne pas passer V1, V2, V1, V2 en fonction du pourcentage. Mais moi, pour faciliter la démo, je ne vais pas faire ça. Donc on y va, on applique ma route rule. Ma route rule actuellement, c'est 100% vers la V1, 0% vers la V2. Donc on devrait avoir toujours la version blanche. Ouais. On va éditer les différents poids. Alors ce que je m'apprête à faire, ne le faites pas forcément en production. Donc là, à chaque fois que je dis ça, il y en a qui disent bon, c'est ce que je vais faire en premier. Je vais éditer les règles de routage avec une commande kubectl edit qui va m'ouvrir le fichier YAML que j'ai en local, il va m'ouvrir la version qui est connue par Kubernetes. Il va m'ouvrir dans un IDE, dans un éditeur. Je vais pouvoir modifier les informations et dès que je ferme, ça renvoie ça à Kubernetes. On va zoomer un petit peu. Donc voilà, vous reconnaissez bien la route rule, Istio. Vous reconnaissez bien la spec ici. Et puis là, il y a des champs en plus. Ça, c'est des champs qui sont rajoutés au runtime par Kubernetes. À quelle date on m'a demandé de créer ce truc-là? Quelle est la version? Parce que je garde plusieurs versions à chaque fois en mémoire. Quel identifiant unique? Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va faire du 80-20. Et on va voir si ça fonctionne. Donc normalement, si je rafraîchis ici, de temps en temps, suspense, roulement de tambour, ouais, j'ai la V2. Alors un petit peu moins que 2 fois sur 10, parce que pour afficher une page complète, il faut une dizaine de requêtes. Il faut que je tombe en plus sur le coup où c'est la feuille de style qui est en V2. Dans la vraie vie, encore une fois,
comme vous mettez un cookie pour que ce soit sticky, eh bien vos utilisateurs, dès qu'ils sont dans le bucket qui est servi avec la V2, ils auront toujours la V2. Donc ça, c'est bien joli. Alors déjà, c'est pas mal quand même. Mais comment on est sûr que ça fonctionne bien? On va utiliser toutes les capacités d'observabilité d'Istio pour vérifier graphiquement que ça fonctionne bien. Pour ça, je vous ai dit, tout le trafic qui est envoyé sur tous mes services, il est intercepté. Et donc, on incrémente des compteurs et on sait quelles URL ont été appelées, sur quelle version de l'application, en fonction des labels sur mes déploiements, on sait catégoriser tout ça. Ça, c'est intéressant, ça veut dire que je vais avoir des dashboards orientés vraiment applicatifs. Et ces dashboards, je vais les voir dans Grafana. Grafana, donc dans Istio, il y a un composant Grafana qui tourne quelque part sur mon cluster, et je vais m'y connecter pour voir mes dashboards. Alors, hop là. Mon Grafana, il est sur le cluster quelque part, je ne sais pas où, et je ne l'ai pas exposé à mes utilisateurs. Donc je vais ouvrir temporairement un tunnel sécurisé pour m'y connecter. Mais pour ça, vous allez voir, je n'ai pas besoin d'adresse IP, de nom de machine. Je vais faire ça avec une ligne de commande Kubernetes. Alors, moi, j'ai carrément écrit un petit plugin pour me faciliter la vie. Donc en gros, ça va faire un tunnel sécurisé entre ma machine et le Grafana. Il y a une commande qui fait ça dans Kubernetes qui est juste 2 fois plus longue, mais qui est native. Mais moi, je suis un peu feignant. Donc voilà mon dashboard que je me suis créé. Alors je vais vous montrer avant les dashboards par défaut qui existent, qui sont super intéressants. Par défaut, Istio me montre le volume global de toutes les requêtes sur tout mon cluster, sur tous mes services. Le taux de succès sur tous mes services, donc tout ce qui n'est pas 500. Le nombre d'erreurs 400, le nombre d'erreurs 500. Et puis en dessous, j'ai la décomposition par service. Et puis en dessous, j'ai la décomposition par version de chaque service. Tout ça uniquement en utilisant les labels que vous mettez sur vos déploiements. Vous avez une décomposition super applicative. Vous pouvez vraiment voir ce qui se passe sur votre appli. Moi, je me suis créé un petit dashboard pour la démo qui est beaucoup plus simple, qui est d'ailleurs pas terrible, mais bon, on va faire avec. Ça va m'afficher le nombre de requêtes qui sont envoyées à la V1 en vert, à la V2 en orange. Donc vous avez vu déjà, a priori, j'ai plus de choses qui vont en V1 qu'en V2. Ça m'arrange, c'est ce que j'ai demandé à Istio. Je vais pouvoir donc monitorer en temps réel si ça se passe bien quand je donne une V2 à mes utilisateurs. Alors pas avec ce dashboard-là. Il faudrait que j'ai par exemple les temps de réponse, voir qu'ils sont stables. Le nombre d'erreurs, voir qu'il est stable ou en baisse. Bon là j'ai juste le nombre de requêtes, ça va être une approximation on va dire. Donc on y va. Ce que je vous propose c'est qu'on va rajouter un petit peu de trafic sur mon appli. Donc je pourrais vous demander d'ouvrir tous vos téléphones, mais si je veux faire plus simple, je vais faire une bonne vieille boucle while. Je vais lancer un Chromium en headless qui va requêter mon site. D'accord? Bon, les erreurs, là, c'est Chromium. Je ne sais pas ce que c'est, mais il faut regarder à droite. À droite, on va voir le trafic. Donc ça a l'air de bien se passer. Ce que j'ai demandé à Istio a l'air vraiment de se passer. 20% de mes requêtes sont en V2, 80% de mes requêtes sont en V1. Ça a vraiment l'air de bien se passer. Donc là, je devrais normalement monitorer le taux d'erreur. Je vous propose de changer les règles. Hop là, oui, ça va être un peu petit là. Heureusement, je le connais un petit peu quand même. Donc on va passer à 50-50. Est-ce que ça fonctionne? Roulement de tambour. Ouais. Une fois, c'est Grafana qui affichait pas du tout la réalité, donc il était descendu à 0. Il me disait, il n'y a plus de trafic, et moi j'envoyais, et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Quelquefois, c'est le JavaScript qui plante. Est-ce que ça vous plaît, ça, de pouvoir faire un blue-green facilement comme ça? Et pas que 2 versions, vous pouvez en avoir 3, et c'est pas que pour vos utilisateurs, c'est entre les services. Il y a un client comme ça qui utilise, et qui est en train de déployer Istio sur ses applis, qui sont sur le cloud Google, et pour le trafic, le load balancing entre services, ils ont, je ne sais plus, 60 000 € annuels de budget. Et là, en fait, ils sont en train de déployer Istio, parce que c'est Istio qui va faire le load balancing entre tous les services et qui va leur permettre de faire du blue-green à l'intérieur du cluster. Et donc la facture de 60 000, elle va passer à peau de chagrin grâce à ça. Alors, on va essayer de tout mettre en... Hop, je ne sais plus comment j'ai fait mon truc, moi. Hop là. On va passer 100% sur la V2. Hop là.
OK? Donc vous avez vu, hein, j'ai juste à déployer 2 fois le même service, définir une règle de routage intelligente, et puis j'ai plus qu'à monitorer que tout se passe bien. Il y a une fonctionnalité même qui est encore plus sympa, c'est que Istio est capable de prendre le trafic de mes utilisateurs, les envoyer sur la V1, mais aussi de façon asynchrone, les envoyer sur la V2. Comme ça, je rajoute de la vraie charge sur ma V2, je vérifie si elle se comporte bien, les réponses sont ignorées, elles ne sont pas renvoyées aux utilisateurs, mais là, je vois vraiment dans la vraie vie si ma V2 se comportait bien, et si elle se comporte bien, j'enclenche le blue green et je déploie les utilisateurs vers la V2. Donc vous avez compris, c'est la notion de mirroring. Toutes les requêtes vont vers la V1, de façon asynchrone, non bloquante, pour ne pas bloquer ma prod, elles vont vers la V2. Là, je vois vraiment dans mes dashboards comment ma V2 se comporte. Alors, vous avez intérêt à avoir un cluster qui est bien dimensionné pour supporter V1 et V2 en même temps. Et puis, hop, vous faites le blue-green. Ça, c'est sympa. Allez, on a vu comment déployer une V2, comment la servir à mes utilisateurs progressivement, en monitorant que j'ai rien cassé, en tout cas le moins possible. On y va, on va faire évoluer l'application, on va la réécrire. Alors j'ai zoomé un petit peu sur mon monolithe, il y a 4 grandes parties dans mon pet store. Il y a les pages d'UI, il y a une UI d'admin pour tout ce qui est vraiment administration du store, il y a une API REST, et puis ce que j'ai appelé backend, c'est un peu tout le reste. Ce que je vous propose, c'est qu'on retravaille l'UI en fait. On va la réécrire. On va l'extraire dans un autre service. Encore une fois, on va utiliser les propriétés des containers et on va utiliser Istio au maximum et ses capacités de routing intelligent. En particulier, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelque chose comme ça. Toutes les requêtes de mes utilisateurs vont aller vers le pet store, sauf si ce sont des URL /UI, /API, auquel cas elles vont aller vers un nouveau composant, mon premier microservice, composé de 2 containers, un Nginx pour servir les pages statiques, le HTML, le JavaScript, et un petit conteneur ici écrit en Go. Ce conteneur en Go, c'est une API REST qui ne va pas inventer ces données, il va en fait les requêter auprès du pet store. Ça, c'est le lien qu'on voit ici. Le composant en Go, il va demander les données canoniques en fait, qui sont dans le pet store. Donc vraiment, mes utilisateurs vont être redirigés vers l'une ou vers l'autre, et mon nouveau composant consomme l'ancien. Le pet store, il reste tel qu'il est. J'ai rien enlevé dedans, j'ai pas touché une ligne de code, c'est juste qu'il n'y a plus personne qui va se connecter aux pages d'UI de mon pet store. D'accord? Donc petit à petit, vous allez l'assécher en sortant des microservices plus modernes. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'API REST que j'ai, elle est générée à partir des tables ou du schéma Hibernate, je ne sais plus trop. C'est assez verbeux. Hein. Dans ma nouvelle UI, je n'ai pas envie de consommer ça. Et ben en fait, le petit bout en Go, il va consommer le truc un peu verbeux, il va transformer ça en JSON bien ciselé et il va envoyer ça à l'UI. Comment je vais configurer le routing? Eh bien, uniquement avec Istio. Alors, je vous propose de faire ça. On va réécrire un nouveau composant. Qui dit nouveau composant dit nouveau YAML. Ouais, je vois que vous suivez tous. Et en plus, vous êtes tous vraiment très envie d'écrire du YAML. Un nouveau service avec un nouveau nom. Un nouveau déploiement avec un nouveau nom. Des labels et mes 2 images. Le front-end Nginx, le back-end écrit en Go. Au niveau de l'ingress, c'est beaucoup plus détaillé qu'avant. Je ne fais pas seulement de l'ingress en fonction du nom de domaine, mais là en fonction des URL. Et donc tout ce qui est slash va aller sur l'UI, /UI aussi, et puis il y a un catch all ici qui va aller sur le pet store. Je peux même faire des règles encore d'un plus haut niveau. Vraiment, je peux faire des redirects HTTP. Si mes utilisateurs se connectent sur /shopping/main.xhtml, ils seront redirigés vers /UI. Vous verrez dans la démo à quoi ça sert. Donc là, j'ai rajouté un 3e composant sur mon cluster. Cluster, j'ai mon pet store en V1, mon pet store en V2, et maintenant j'ai un nouveau composant d'UI qui, en collaboration avec le pet store V2, va me servir une nouvelle version de mon application. À aucun moment, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je dois supprimer dans mes déploiements? Ça, je ne fais que faire évoluer mes déploiements. kubectl apply, et je laisse faire l'outil. Tous ces YAML, vous pourriez les mettre en gestion de conf dans un Git. Chaque fois que vous faites un changement, vous committez, et vous faites kubectl apply de ça, et comme ça, vous êtes sûr que toutes les descriptions de vos déploiements, elles sont en gestion de conf, et vous pouvez faire des rollbacks facilement. Sachant que dans Kubernetes, il y a les moyens de faire des rollbacks, mais si vous avez vraiment vos specs en gestion de conf, c'est encore mieux. J'aurais dû lancer ça avant de parler. Maintenant, vous avez vu, ça me crée beaucoup plus d'objets. Des règles de routage, des ingress, les services, les différents déploiements, tout ça. Ceux qui sont marqués configured, c'est des choses qui ont éventuellement été modifiées
depuis l'étape précédente. Ceux qui sont marqués created, c'est les choses qui ont été créées. Là, maintenant, c'est des nouveaux fichiers. Et normalement, je devrais avoir un nouveau pet store. Ouais. Ah ouais, hein, j'ai changé de designer. Enfin, c'était moi, mais un autre jour. Donc là, j'ai mon nouveau pet store. Je crois que je vais appeler Oracle. Je vais leur demander s'ils veulent prendre celui-là. Donc si on regarde de plus près, voilà mes URL. /UI. J'ai refait l'UI. /admin, j'ai pas eu le temps. Donc ça me redirige vers mes anciennes pages sur le Pet Store. D'accord ? C'est comme ça qu'on fait évoluer un site petit à petit. On y va par étapes. Une fois, on m'a demandé, est-ce que j'aurais pu changer juste une page sur l'UI ? Oui, je peux changer que les chats, par exemple. Et puis le reste, j'ai pas encore eu le temps, donc je le laisse sur le Pet Store. Après, les utilisateurs, ils sont un petit peu perplexes quand même. Mais on peut le faire. Ici, si je clique là, ça se voit pas bien, c'est écrit tout petit en bas à gauche, petstore.lol/shopping/main.xhtml. Ça va me rediriger sur /UI. Et donc, ça va, mes utilisateurs, ils reviennent sur la nouvelle UI. Si je regarde un petit peu ce qui se passe sur le... pourquoi je suis sur... Ouais, bon, d'accord, ok, super. Ici, mon UI, elle fait une requête à /API/categories. Donc ça parle au Go. C'est du JSON, hein, assez simple, juste ce qu'il faut pour ma page. J'ai plein de nouvelles URL qui sont implémentées par le Go, qui lui consomment les données qui viennent du Pet Store. Voilà. Donc j'ai pas inventé de données, elles viennent de mon legacy. Alors, ce qui se passe là, vous l'avez peut-être pas vu, mais maintenant il y a un gros problème. Avant, j'avais un monolithe, c'était les bisounours, on se parlait en mémoire, tout marchait bien. Et là, maintenant, j'ai deux services. On se parle sur le réseau. Le réseau, c'est pas votre ami, le réseau, d'accord ? Maintenant, on se parle par le réseau. Il peut y avoir des pannes de réseau, il peut y avoir de la latence, il peut y avoir des choses que vous ne maîtrisez pas bien. Et vos deux services qui se parlent sur le réseau, tout à coup, ils fonctionnaient bien avant et maintenant, ils fonctionnent moins bien. Et donc, on va utiliser Istio pour nous aider à stabiliser tout ça. Mais en premier, ça va nous aider, Istio, à visualiser tout ça. Avant, j'avais un gros monolithe, maintenant j'en ai deux. Donc, je vous propose d'utiliser un autre composant qui tourne sur mon cluster et qui s'appelle le service graph. Et le service graph, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il va me montrer une visualisation de mes différents services. Parce que très vite, je suis perdu. J'entendais un autre client l'autre jour qui disait au PM, on s'est lancé à fond sur les microservices et maintenant c'est le bordel. On ne sait plus où on en est, on ne sait plus qui tourne où, qui fait quoi. Et surtout, au niveau applicatif, on ne sait plus. Alors que là, avec Istio, vous voyez, je vois tous mes utilisateurs qui arrivent sur l'Ingress. Ils sont redirigés soit sur l'UI en version V1, soit sur le Pet Store en version V2. Il se trouve que l'UI, elle se parle à elle-même aussi. Ça, c'est la partie Nginx qui parle à la partie Go. Et il se trouve qu'elle consomme le Pet Store en s'y connectant. Et je vois ici un nombre de requêtes par seconde entre mes différents services. Donc j'ai vraiment une visualisation. Ça me sert pour comprendre ce qui se passe. Ça me sert pour vérifier que ce que j'ai mis dans mes YAML, ce n'était pas stupide et que c'est bien ça qui se passe. Il y a d'autres URL que ça. Par exemple, ici, si j'enlève le filter empty, je vois tous les services qui tournent sur mon cluster dans ce namespace-là. Et il y en a un ici, vous voyez, Pet Store Default en V1. Il n'est plus utilisé, celui-là. Il n'y a plus de trafic. Donc c'est pour ça qu'il me l'avait masqué tout à l'heure. Dans les nouvelles versions d'Istio, ça c'est même du D3JS, donc c'est du JavaScript. Je peux prendre un nœud, le balader, regarder ses dépendances. C'est un petit peu plus interactif. Ça ne rajoute pas beaucoup de fonctionnalités par rapport à ça, mais c'est un petit peu plus interactif. Mais l'idée, elle est là quand même, c'est que je vais pouvoir voir ce qui se passe. Alors comme je dis toujours, je ne vous cache pas que si vous en avez 100 des services, avec des flux entre services, ce n'est pas la panacée, d'accord ? Vous avez un fichier .dot si vous voulez, vous pouvez le grapher vous-même, vous pouvez suivre des trucs, vous pouvez interroger l'API, mais c'est déjà vraiment une avancée en termes d'observabilité, en termes de compréhension de ce qui tourne chez moi. Alors Istio peut faire bien plus que ça. Je vous ai dit, deux services qui se parlent sur le réseau, hein, il y a des problèmes, en particulier parfois il y a des délais. Eh bien Istio va être capable d'implémenter, grâce à la config YAML, hein, des retries. Quand l'UI parle au back-end, je réessaye 5 fois tant que j'ai une erreur. Vous pouvez même faire l'inverse. Vous pouvez injecter des erreurs. À quoi ça sert d'injecter des erreurs, vous allez me dire ? Eh bien, vous déployez une V2
et vous dites, je voudrais tester dans la vraie vie, sur un vrai cluster, qu'est-ce qui se passe si mon pet store il répond avec 5 secondes de retard? Qu'est-ce qui se passe si mon pet store, une fois sur 100, il répond une erreur 500? Ou 2 fois sur 10, il répond une erreur 400? Eh bien, avec du simple YAML, vous pouvez injecter les erreurs entre vos services de façon ciblée et vérifier que vos nouveaux composants que vous avez développés, ils savent gérer ces erreurs. Ils savent gérer une erreur 400, ils savent, etc., etc. Le mirroring, je vous ai dit, on envoie le même trafic à 2 branches complètement différentes. Circuit breaker, l'idée c'est qu'à partir du moment où vous avez des composants qui se parlent sur le réseau, ce qui peut vous arriver de pire, c'est qu'à un moment donné, un composant tombe en panne et il répond à son appelant au bout de 30 secondes pour dire « non, je suis en panne ». Et là, le composant qui l'a appelé, il va répondre à celui qui l'a appelé au bout de 30 secondes, et au bout d'un moment, vous avez ces erreurs qui se propagent, et tout votre cluster qui se retrouve à ne rien faire, mais à bloquer vos utilisateurs et à consommer des ressources pour rien. En fait, comme Istio va s'intercaler, il va être capable de voir ces erreurs, et il va dire « ok, le backend n'y répond pas, donc j'interromps tout de suite, je renvoie tout de suite une erreur à mon appelant. J'ai toujours une erreur en face de mes utilisateurs, mais instantanément plutôt qu'au bout de 30 secondes. Et comme ça, mon réseau, mon cluster, pardon, il respire et mes composants qui se comportent correctement continuent à bien se comporter. Je vous ai parlé de la télémétrie, je vous ai montré, le reporting, je vous ai montré. Il y a encore mieux, vous pouvez avoir des traces distribuées. Donc voilà l'URL qui a été appelée par mes utilisateurs et je peux la suivre dans tous les composants. Et ça, c'est vraiment grâce à Istio qui va utiliser des choses comme Zipkin. Vous pouvez visualiser toutes vos traces. Le TLS mutuel, je vous ai dit, vous pouvez même définir quel service a le droit de parler à quel service, dans quelle version. Donc vous pouvez vraiment segmenter votre cluster. Ça, c'est important. Et une dernière fonctionnalité que je voulais vous montrer, qui est très dure à implémenter à la main, c'est la notion de limitation de nombre de requêtes qu'on envoie à un serveur, donc le rate limits. L'idée, c'est que globalement, pour votre cluster, vous pouvez dire quand l'UI elle parle au pet store, j'autorise maximum une requête par seconde. À partir du moment où vous avez des nouveaux services, votre pet store, ça se trouve, il ne va pas bien se comporter. Et puis vous allez dire, bon, j'ai l'impression qu'au-delà de une requête par seconde, je le requête trop. Donc il faut que je modifie tous les appelants pour qu'ils comptabilisent d'une façon ou d'une autre le nombre de requêtes qu'ils envoient et qu'à un moment donné, ils s'arrêtent. Et bien en fait, c'est exactement ce que Istio va faire. Istio va être capable de faire ça pour vous, par simple configuration. Il va être capable de compter toutes les requêtes que vous envoyez à un service. Et quand le nombre de requêtes maximum est dépassé, les petites façades Envoy, elles vont répondre directement des codes d'erreur. Elles vont répondre des erreurs 429. Je vais vous montrer ce que ça donne. Du YAML, ouais, encore du YAML. Donc celui-là, il est assez costaud. En gros, j'autorise 5000 requêtes par seconde entre tous mes services, sauf quand l'UI parle au pet store. À ce moment-là, j'autorise une requête par seconde. Ça, c'est du boilerplate, ça aussi, mais c'est nécessaire. Quand j'applique ça, en fait, tout à coup, maintenant, mon pet store ne recevra au maximum une requête par seconde. Alors, il se trouve que mon UI, je n'ai pas modifié ça. Donc, elle, si elle requête trop le backend, elle va juste rien afficher. Ouais, rien afficher. On peut aller voir un petit peu en détail comment ça se passe. En fait, quand j'appelle / catégorise, ça va me renvoyer une erreur 429. Pardon. Et si je requête un petit peu plus lentement, j'ai mes données. Si je requête un petit peu trop, j'ai ma 429. OK ? Donc ça, c'est vraiment une des fonctionnalités phares d'Istio, pouvoir régler des limites au niveau de votre cluster. Je vous invite à penser comment vous feriez ça si chacun des services était répliqué n fois, avec éventuellement une scalabilité élastique, comme on peut le faire avec Kubernetes. En fonction de la charge, un service s'autoscale. Comment je compte le nombre de maximum d'instances, le nombre de maximum d'appels que j'envoie à chaque instance. C'est assez compliqué. Istio va le faire pour moi. Donc pour résumer, avec Istio, vous le déployez sur un cluster Kubernetes, et à partir de ça, vous avez des nouvelles fonctionnalités qui sont à votre disposition dans la plateforme. Vous les utilisez ou pas. C'est à la carte. En fonction de la configuration, vous allez pouvoir améliorer la résilience du réseau, améliorer l'observabilité, améliorer la sécurité, injecter des erreurs pour pouvoir faire du chaos computing où vous essayez de casser les choses. Donc ça, vraiment, je pense que ça vaut le coup de regarder Istio. Istio, c'est un projet open source qui est développé sur GitHub. Vous pouvez prendre les sources, les regarder, les installer. C'est développé par IBM, par Google et par IBM et par le reste de la communauté. On me demande souvent pourquoi ce n'est pas intégré dans Kubernetes. Moi, je pense que c'est bien que ce ne soit pas intégré dans Kubernetes. Kubernetes, ça fait son job
On ne va pas lui demander de faire plus, c'est déjà assez gros. Istio, c'est un service mesh. Si vous voulez prendre celui-là, vous prenez celui-là. Si vous en voulez un autre, si vous voulez assembler vos propres composants, vous le faites vous-même. Je vous invite quand même à regarder Istio. Il y a de plus en plus de gens qui pensent que c'est vraiment un bon équilibre, un bon assemblage de services. Voilà, j'espère que ça vous plaît.